Le jour où j'ai découvert que mon propre fils m'avait volé 52 000 € était le même jour où j'ai enfin compris ce qu'était la véritable liberté. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous maintenant car ce qui va suivre va bouleverser votre vision de la famille et de la manipulation. Activez les notifications, car des histoires comme celle-ci, elles changent des vies. Mais laissez-moi commencer 3 mois plus tôt, quand je pensais encore que l'amour maternel pouvait tout excuser. Il était 17h32 ce mardi de novembre quand mon téléphone a vibré. Un message de Julien, mon fils unique. Maman, on ne pourra pas venir pour Noël finalement. Océane a prévu autre chose. 12 mots. 12 petits mots pour annuler des semaines de préparation, des heures passées à imaginer leur visage autour de ma table, leur rire réchauffant cette maison devenue trop silencieuse depuis la mort de mon Henri. Je me suis assise dans le fauteuil de mon mari, celui qu'il avait choisi en cuir bordeaux parce qu'il disait que c'était la couleur de la dignité. Mes doigts ont trouvé les accoudoirs usés par ses mains, et j'ai fermé les yeux. 64 ans, veuve depuis 2 ans, et voilà que mon fils de 38 ans me traitait comme une obligation embarrassante qu'on reporte indéfiniment. Ce n'était pas la première fois. L'année dernière, ils avaient débarqué le 27 décembre, après avoir passé le réveillon chez les parents d'Océane. Plus pratique, avait-il dit. Cette année, même cette miette de présence m'était refusée. J'ai regardé par la fenêtre de mon salon, cette vue sur le jardin qu'Henri et moi avions cultivé ensemble pendant 40 ans. Les rosiers qu'il avait plantés pour nos noces d'argent dormaient sous leur protection hivernale. Mais me reviendront au printemps, me suis-je dit. Moi, j'attendrai éternellement le retour de mon fils. Le lendemain matin, le facteur a sonné. Un pli recommandé, épais, officiel. Mon nom était écrit d'une écriture que je ne reconnaissais pas, Madame Marie-Claire Dubois. Le cachet de la poste indiquait Paris. Étrange, je ne connaissais personne à Paris. Mes mains ont tremblé en déchirant l'enveloppe. À l'intérieur, des documents aux en-tête impressionnants, crédit européen automobile, contrat de financement, conditions générales. Mon cœur s'est accéléré quand j'ai vu la somme, 52 847 €. Et là, en bas de chaque page, une signature. Ma signature. Ou du moins, quelque chose qui ressemblait terriblement. Je me suis levé si brusquement que ma tasse de café s'est renversée sur la table. Le liquide brun s'est étalé sur les documents, créant des auréoles sombres sur le papier blanc. Comme des larmes d'encre qui pleuraient à ma place. Julien. Mon fils avait signé un crédit automobile de plus de 50 000 € en mon nom. J'ai relu les documents 3 fois, espérant une erreur, un malentendu. Mais non. Tout était là, ma date de naissance, mon adresse, mes revenus de retraite soigneusement gonflés pour que le dossier passe. Une BMW X5, couleur gris métallisé, immatriculée au nom de Julien Dubois mais financée par sa mère. Le téléphone a sonné. Julien. Salut maman, ça va? Sa voix était détendue, presque joyeuse. J'ai regardé les papiers étalés devant moi, tachés de café, et j'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de ma poitrine. Pas se casser net, non. Plutôt se fissurer lentement, comme une vitre sous la pression du gel. Ça va, mon chéri? Et toi? Super. On vient de récupérer la voiture. Océane est folle de joie. Tu aurais dû voir sa tête. Tu aurais dû voir sa tête. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé ma belle-fille, cette femme de 32 ans qui me souriait avec les lèvres mais jamais avec les yeux, découvrant son nouveau jouet. Un jouet à 52 000 € financé par une retraitée de 64 ans qui vivait avec 1 400 € par mois. C'est merveilleux, Julien. Une BMW, c'est ça? Un silence. Puis, comment tu sais ça? J'ai reçu les papiers du crédit ce matin. Un autre silence, plus long. J'entendais sa respiration à l'autre bout du fil, peut-être qu'il cherchait ses mots, peut-être qu'il calculait ses chances de s'en sortir par un mensonge. Écoute maman, je peux tout expliquer. C'était juste, temporaire. Le temps que mon dossier soit accepté chez mon banquier. Tu sais comment c'est, les jeunes couples, on n'a pas encore la même crédibilité que toi.
Les jeunes couples. Julien avait 38 ans. Il gagnait 4 000 € par mois comme responsable commercial. Océane était décoratrice d'intérieur. Il n'avait pas d'enfant, pas de charge particulière. Et moi, la crédible, je vivais dans la maison que son père et moi avions mis 30 ans à payer. Bien sûr, mon chéri. Je comprends. J'ai raccroché et je me suis versé un verre de ce Bordeaux qu'Henri gardait pour les grandes occasions. Puis j'ai sorti de mon secrétaire le carnet où je notais tous mes frais depuis la mort de mon mari. Une habitude de femme organisée, me disait-il en souriant. Une habitude qui allait me sauver la vie. En tournant les pages, les chiffres ont commencé à danser devant mes yeux. Mai 2023, prêt Julien dépannage voiture, 800 €. Juillet 2023, aide Julien caution appartement, 2000 €. Octobre 2023, avance Julien pour mariage, 3500 €. Janvier 2024, frais dentaires Océane Urgence, 1200 €. 6 ans de prêt, aidé, avance. 6 ans à puiser dans l'héritage d'Henri pour aider un fils qui n'avait jamais remboursé un centime. 7 500 € au total, sans compter les centaines de petites sommes, les 50 € par-ci, les 100 € par-là, pour les restaurants, les vacances, les fins de mois difficiles. J'ai reposé le carnet et j'ai regardé mon reflet dans le miroir du salon. Une femme aux cheveux poivre et sel, aux rides creusées par le chagrin plus que par l'âge, aux yeux encore clairs mais fatigués. Une femme qui avait travaillé 42 ans comme secrétaire médicale pour construire une retraite décente. Une femme qui avait élevé seule son fils après le départ de son père biologique, puis qui l'avait chéri avec Henri comme s'il était leur propre chair. Une femme qui venait de comprendre qu'elle n'était rien d'autre qu'un distributeur automatique de billets pour son propre enfant. Le soir même, j'ai appelé mon amie Françoise. Françoise Moreau, 80 ans, ancienne directrice d'école, veuve elle aussi, mais d'une lucidité tranchante comme un scalpel. Nous nous étions rencontrés au club de bridge. En 3 ans, elle était devenue ma confidente, celle qui me disait ses vérités sans phare. Marie-Claire, m'a-t-elle dit après que je lui ai tout raconté, tu sais ce que tu es en train de vivre. Un cauchemar. Non, ma chérie. Un réveil. Elle avait raison. Pour la première fois depuis des années, je voyais clair. Mon fils n'était pas un enfant en difficulté, c'était un homme de 38 ans qui exploitait méthodiquement sa mère. Océane n'était pas timide ou mal à l'aise avec moi, elle me méprisait tout en profitant de ma générosité. Et moi, je n'étais pas une mère aimante, j'étais une victime consentante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait, j'ai fouillé dans les affaires que Julien avait laissées chez moi. Des cartons dans le grenier, des papiers dans sa chambre d'adolescent que j'avais gardés intacts au cas où. Dans une boîte à chaussures, j'ai trouvé les preuves. Des relevés bancaires qu'il avait oubliés, montrant des revenus bien supérieurs à ce qu'il prétendait. Des photos imprimées de leurs vacances aux Maldives l'année dernière, quand il m'avait dit qu'il n'avait pas les moyens de venir me voir pour mon anniversaire. Des reçus pour des achats de luxe, montres, bijoux, restaurants gastronomiques. Et puis, au fond de la boîte, j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Une lettre d'Océane à une amie, jamais envoyée, écrite à la main. Une lettre où elle parlait de moi comme de « la vieille » qui ne se rend compte de rien et qui finance notre train de vie sans broncher. Une lettre où elle riait de ma naïveté pathétique et prédisait que j'aurais tout donné avant de mourir, comme toutes les vieilles dames isolées. J'ai plié la lettre et je l'ai glissée dans mon sac à main. Puis je suis descendu dans mon salon et j'ai allumé toutes les lumières. Pour la première fois depuis la mort d'Henri, la maison était illuminée comme pour une fête. Le lendemain matin, à 9 heures précises, j'étais à la banque. Monsieur Delattre, mon conseiller depuis 15 ans, m'a reçu avec son sourire habituel. Madame Dubois, comment allez-vous? Que puis-je faire pour vous? Bonjour monsieur Delattre. Je voudrais bloquer tous mes comptes et cartes bancaires. Immédiatement. Son sourire s'est figé. Bloquer vos comptes? Mais, il y a eu un problème?
Un vol? On peut dire ça comme ça. J'ai posé les documents du crédit automobile sur son bureau. Je voudrais aussi savoir comment faire opposition à ce crédit qui a été contracté frauduleusement en mon nom. Monsieur Delattre a chaussé ses lunettes et a parcouru les papiers. Son visage est devenu grave. Madame Dubois, c'est très sérieux. Il faut porter plainte immédiatement. L'usurpation d'identité, c'est un délit pénal. Je sais. Mais d'abord, je veux bloquer mes comptes. Et je veux que toute personne qui se présenterait avec une procuration de ma part soit refusée, même si les papiers semblent authentiques. Même si c'est mon fils. Il a hoché la tête gravement et a commencé à taper sur son ordinateur. En 1 heure, tous mes comptes étaient sécurisés. Nouvelle carte, nouveau code, nouvelle procédure. Julien n'aurait plus jamais accès à mon argent. Ma deuxième étape a été le concessionnaire BMW. Un showroom étincelant aux Champs-Élysées, tout en verre et chrome, où des voitures hors de prix brillaient sous les projecteurs comme des bijoux. J'ai demandé à parler au directeur. Monsieur Fabrice Lemoine, 40 ans, costume impeccable, m'a reçu dans son bureau feutré. Quand je lui ai expliqué la situation, son visage s'est décomposé. Madame, c'est extrêmement grave. Si effectivement il y a eu usurpation d'identité, nous sommes tenus de récupérer le véhicule immédiatement. Combien de temps cela prendra-t-il? Avec une plainte officielle? 48 heures maximum. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complices d'une fraude. En sortant du concessionnaire, j'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Comme si on venait de retirer un sac de pierre de mes épaules. L'après-midi, j'ai pris rendez-vous chez Maître Dubois, un hasard du nom qui m'a fait sourire. Un notaire de 60 ans, père de famille, qui m'a écouté avec attention avant de hocher la tête. Madame, vous avez parfaitement le droit de modifier votre testament. C'est même votre droit le plus strict. À qui souhaitez-vous léguer vos biens? J'ai sorti de mon sac une liste que j'avais préparée dans la nuit. La Croix-Rouge, Médecins sans frontières, et la SPA. En parts égales. Et pour votre fils? Mon fils recevra un euro symbolique, avec une lettre explicative. Le notaire a pris des notes sans faire de commentaires. Un professionnel qui avait dû voir passer bien des drames familiaux dans son étude. Le soir même, Julien a appelé. Sa voix était différente, tendue, inquiète. « Maman, il y a un problème avec la banque. Ma carte ne fonctionne plus. » Ta carte? Ben oui, celle que tu m'avais donnée. Pour les urgences. Elle est refusée partout. Ah oui, la carte. Celle qu'il utilisait pour ses urgences, depuis 3 ans. Les urgences qui ressemblaient étrangement à des sorties au restaurant et des achats compulsifs. Je l'ai fait bloquer, mon chéri. Bloqué? Mais pourquoi? Parce que j'ai découvert le crédit automobile. Un silence de mort. Puis, sa voix a changé. Plus dure, plus agressive. Plus vraie, aussi. Écoute maman, ce n'est pas si grave que ça. C'est juste un malentendu. On peut arranger ça. Comment? Tu valides le crédit, tu assumes les traites, et dans quelques mois, quand ma situation sera stabilisée, je reprends tout à mon nom. J'ai regardé par la fenêtre. Dans le jardin, les rosiers d'Henri dormaient sous leur protection. Au printemps, ils refleuriraient. Moi, je ne laisserai plus personne piétiner mes plates-bandes. Non, Julien. Comment ça, non? J'ai porté plainte pour usurpation d'identité. La voiture sera reprise dans les 48 heures. Cette fois, le silence a duré longtemps. Quand il a repris la parole, je ne reconnaissais plus mon fils. Tu es en train de faire une connerie monumentale, maman. Tu détruis ta propre famille pour une histoire d'argent. Papa aurait honte de toi. Papa aurait honte de moi. Henri, qui s'était saigné aux 4 veines pour nous offrir une vie décente. Henri, qui m'avait appris que la dignité ne se négocie pas. Henri, qui m'avait dit avant de mourir: Marie-Claire, ne laisse jamais personne abuser de ta bonté. Papa serait fier de moi, Julien.
Pour la première fois depuis longtemps, il serait fier de moi. J'ai raccroché et j'ai éteint mon téléphone. Le lendemain, Françoise est venue me voir. Elle a trouvé dans mon salon en train de trier des photos. « Comment te sens-tu, ma chérie ?» « Libre, Françoise. Libre et légère. » Elle s'est assise à côté de moi et a regardé les photos que j'étais en train de sélectionner. Des souvenirs de famille. Julien enfant, ses premiers pas, son sourire édenté, sa communion, son bac, son mariage. 40 ans de ma vie résumés en images jaunissantes. Tu sais ce que je réalise? Lui ai-je dit. Toutes ces photos, c'est moi qui les ai prises. Je suis dans aucune. J'ai toujours été derrière l'objectif, jamais devant. Toujours en train de donner, jamais de recevoir. Et maintenant? Maintenant, je vais apprendre à vivre pour moi. Le surlendemain, c'était un vendredi. J'étais en train de boire mon café quand mon téléphone a sonné. Un numéro que je ne connaissais pas. Madame Dubois? Ici Monsieur Lemoine, du concessionnaire BMW. Je vous appelle pour vous informer que le véhicule a été récupéré hier soir. Tout s'est bien passé? Eh bien, disons que Madame votre belle-fille n'a pas très bien pris la chose. Elle a fait un scandale devant le concessionnaire. Les clients présents ont tout filmé. Je crois que les vidéos circulent déjà sur les réseaux sociaux. Après avoir raccroché, j'ai ouvert Facebook pour la première fois depuis des mois. Il ne m'a pas fallu longtemps pour trouver la vidéo. Océane, hystérique, hurlant devant le concessionnaire BMW pendant qu'on emportait sa voiture sur une dépanneuse. Ses cris, ses insultes, ses menaces. Les passants qui filmaient, les commentaires qui pleuvaient. J'ai regardé cette femme que j'avais accueillie dans ma famille, à qui j'avais ouvert ma maison et mon cœur, se ridiculiser publiquement pour une voiture qu'elle n'avait jamais eu les moyens de s'offrir. Une voiture payée par une vieille dame pathétique, qu'elle méprisait. J'ai fermé Facebook et j'ai effacé mon compte. Puis Instagram. Puis tous les réseaux sociaux où Julien et Océane pouvaient me voir, me contacter, me harceler. Pour la première fois depuis des années, j'étais invisible à leurs yeux. Et c'était exactement ce que je voulais. Le week-end suivant, Françoise m'a proposé de l'accompagner à un concert de jazz dans une salle intimiste de Montmartre. Il faut sortir, ma chérie. Redécouvrir les plaisirs simples. J'ai hésité. Depuis la mort d'Henri, je sortais peu. Et depuis la naissance de cette histoire avec Julien, j'avais l'impression d'être marquée au fer rouge, comme si ma honte était visible sur mon visage. Mais ce soir-là, dans cette petite salle où la musique coulait comme du miel chaud, entourée de gens qui ne me connaissaient pas, qui ne savaient rien de mes drames familiaux, j'ai senti quelque chose renaître en moi. Une part de Marie-Claire que j'avais oubliée. Celle qui aimait rire, qui appréciait la beauté, qui savait profiter de l'instant présent. Pendant l'entracte, un homme de mon âge m'a souri. « Belle soirée, n'est-ce pas ?» m'a-t-il dit simplement. J'ai souri en retour et nous avons échangé quelques mots sur la musique, sur Paris, sur la vie. Rien d'extraordinaire, juste une conversation normale entre deux personnes normales. Mais pour moi, c'était révolutionnaire. Je redevenais une femme, pas seulement une mère, pas seulement une portefeuille sur pattes. Les semaines ont passé. Julien a tenté plusieurs fois de me joindre, laissant des messages de plus en plus désespérés, puis de plus en plus agressifs. Océane aussi. Ils ont même débarqué chez moi un dimanche matin, tambourinant à ma porte, criant à travers la boîte aux lettres. Je les ai observés par la fenêtre de l'étage, cachés derrière le rideau. Mon fils et sa femme, métamorphosés par la colère et la cupidité, devenus des étrangers. Des gens que je ne reconnaissais plus, que je n'étais plus sûr d'avoir jamais vraiment connus. Ils sont repartis au bout d'une heure, après avoir menacé de revenir avec un serrurier et de me faire interner pour sénilité. Des mots qui auraient dû me faire mal mais qui ont glissé sur moi comme l'eau sur les plumes d'un canard. J'avais changé d'univers. Leurs menaces appartenaient à l'ancien monde, celui où j'étais leur victime. En décembre, j'ai reçu un courrier d'avocat. Julien et Océane m'attaquaient en justice,
réclamant leurs droits sur mon héritage, prétendant que j'étais sous influence et manipulé par des tiers malveillants. Ils citaient Françoise nommément, l'accusant de m'avoir monté contre ma propre famille. J'ai transmis le courrier à Maître Dubois, qui a souri en le lisant. « Madame, ils n'ont aucune chance. Vous êtes parfaitement lucide, vous avez agi en connaissance de cause, et vous avez des preuves de leurs agissements. De plus, vous avez le droit absolu de disposer de vos biens comme vous l'entendez. Combien de temps cela va-t-il prendre? Quelques mois. Mais ne vous inquiétez pas. Justice sera rendue. Justice. Ce mot a résonné dans ma tête pendant des jours. Pas vengeance, non. Justice. La différence est énorme. La vengeance, c'est personnel, c'est destructeur, c'est se rabaisser au niveau de ceux qui nous ont fait du mal. La justice, c'est rétablir l'équilibre, c'est protéger les innocents, c'est faire en sorte que les conséquences naturelles des actes puissent enfin s'exprimer. Le 24 décembre, j'ai passé ma première soirée de réveillon depuis la mort d'Henri. Mais je n'étais pas seule. Françoise m'avait invité chez elle, avec quelques autres amies du club de bridge. Des femmes de nos âges, veuves pour la plupart, qui avaient appris à reconstruire leur vie après les épreuves. Nous avons ri, nous avons mangé, nous avons échangé nos histoires. Pas de cadeaux hors de prix, pas de superficiel, juste de la chaleur humaine authentique. À minuit, quand nous avons trinqué au champagne, j'ai levé mon verre vers les étoiles et j'ai pensé à Henri. « Tu vois, mon amour, ai-je murmuré intérieurement, j'ai enfin appris. J'ai appris que l'amour véritable, ce n'est pas donner tout ce qu'on a jusqu'à se vider. C'est se respecter assez pour ne donner que ce qu'on peut donner sans se perdre. » Ce soir-là, en rentrant chez moi, ma maison m'a semblé différente. Plus petite peut-être, mais plus chaleureuse. Plus silencieuse, mais d'un silence apaisé, pas angoissant. J'ai allumé toutes les lumières, j'ai mis de la musique, et j'ai dansé seule dans mon salon. Pour la première fois depuis des années, j'étais exactement où je voulais être, avec exactement qui je voulais être, moi-même. En janvier, le jugement est tombé. Déboutés sur toute la ligne, Julien et Océane ont été condamnés à me verser des dommages et intérêts pour procédure abusive. Ils ont fait appel, bien sûr, mais Maître Dubois était confiant. Il s'enlise, Madame Dubois. Plus il s'acharne, plus il se desserve. J'ai rangé les papiers du jugement dans le secrétaire d'Henri, à côté de mon Nouveau Testament. Puis j'ai sorti une feuille blanche et j'ai commencé à écrire. Une lettre que Julien recevrait avec l'euro symbolique de son héritage. Une lettre où je lui expliquais tout, ma déception, ma douleur, mais aussi ma libération. Une lettre où je lui disais que je l'aimais encore, mais que je ne le laisserais plus jamais me détruire. Une lettre où je lui souhaitais de trouver un jour la paix avec lui-même et la sagesse de comprendre ce qu'il avait perdu. Une lettre de mère, mais aussi de femme libre. Aujourd'hui, 6 mois après avoir découvert cette facture de BMW, je me lève chaque matin avec le sourire. Pas parce que ma vie est parfaite, mais parce qu'elle est enfin mienne. J'ai repris mes cours de peinture, abandonnés depuis la mort d'Henri. J'ai planifié un voyage en Toscane avec Françoise. J'ai même adopté un chat, un gros matourou que j'ai appelé Henri en hommage à mon mari. Parfois, je pense à Julien. Je me demande s'il a compris, s'il regrette, s'il a changé. Parfois, j'espère encore qu'il frappera à ma porte, pas pour demander de l'argent, mais pour demander pardon. Pour redevenir mon fils, pas mon exploiteur. Mais je ne vis plus dans l'attente. J'ai appris que l'amour maternel inconditionnel était un mythe dangereux, un piège qui détruit les mères et infantilise les enfants. J'ai appris qu'aimer quelqu'un, c'est parfois savoir lui dire non. C'est parfois savoir le laisser assumer les conséquences de ses actes. J'ai appris qu'à 64 ans, on peut encore apprendre à vivre. Le printemps dernier, j'ai replanté des rosiers dans mon jardin. Pas à la place de ceux d'Henri, non. À côté. Une nouvelle variété, plus résistante, plus colorée. Des roses qui refleuriront chaque année, même si personne ne s'en occupe parfaitement. Des roses qui savent survivre seules. Comme moi,
Finalement, comme la femme que je suis redevenue le jour où j'ai découvert qu'on pouvait me voler 52 000 euros, mais qu'on ne pouvait plus me voler ma dignité. Le jour où j'ai compris que la véritable richesse, ce n'est pas ce qu'on donne, mais ce qu'on garde pour continuer à exister. Pour continuer à aimer, mais en gardant assez d'amour pour soi-même. Ce jour-là, j'ai enfin trouvé ma vraie liberté.